Bonsoir à tous et merci d'être venus. Alors je vais vous parler de Pierre Gripari et plus exactement de l'écrivain évidemment, et de l'écrivain pessimiste qu'il faut lire. Je vous expliquerai ce qu'il voulait dire par pessimiste joyeux, j'ai oublié l'adjectif joyeux, excusez-moi, et pourquoi est-ce qu'il faut lire Pierre Gripari. Alors, qui était Pierre Gripari? Pierre Gripari était un homme qui a consacré toute sa vie à la littérature, mais vraiment toute sa vie. Il a commencé à écrire très tôt, il le dit lui-même dans l'émission de Radioscopie avec Jacques Chancel, qui a été enregistrée le 30 et diffusée le 30 avril 1978 sur France Inter. Il disait qu'il avait commencé à écrire à l'âge de 7 ans, suite à la lecture d'une nouvelle de Prosper Mérimée, qui était Matteo Falcone. Et ensuite, il y a d'autres auteurs qui l'ont inspiré évidemment, et d'autres livres que sa mère lui a mis entre les mains, puisque sa mère était une grande lectrice, et c'est elle qui lui a vraiment donné le goût de la littérature. Je vais y revenir tout à l'heure. Il cite par exemple Cro-Blanc, qu'il a énormément marqué, Les Grandes Espérances de Charles Dickens, etc. Alors, il va écrire beaucoup, énormément, jusqu'à l'âge de 31 ans, dans des carnets, sur des feuilles volantes, etc., sans jamais rien publier et sans jamais rien envoyer au moindre éditeur. En fait, il écrit et il jette. Alors, des fois, il fait lire à des amis ce qu'il écrit, voire à ses parents quand il était plus jeune. Il écrit des pièces de théâtre qu'il interprète lui-même, et puis ses parents, ça ne les intéresse pas. Et à l'âge de 31 ans, en fait, il décide qu'il est prêt pour publier. Il a atteint une certaine maturité, alors il ne jette plus rien. Et je disais aussi que Pierre Gripari n'a jamais cessé d'écrire, et j'en veux pour preuve que à partir du moment où il a commencé à publier avec Pierrot la Lune en 1962, j'y reviendrai tout à l'heure, et en 1963, excusez-moi, 62 c'est sa pièce Lieutenant-Tenant. À partir du moment où il a commencé à écrire et à publier en 1963 jusqu'à sa mort en 91, et bien au-delà, puisque 2 livres posthumes seront publiés, le premier en 91, un roman monoméron, et le deuxième un recueil de fables, Fables et Confidences en 1995, il a écrit en tout 49 livres, soit 16 romans, 141 nouvelles, 36 pièces de théâtre, 3 volumes de contes, des articles, des essais philosophiques, etc. Enfin, il n'a jamais vraiment cessé d'écrire, et en plus, il a vraiment touché à tous les genres, j'y reviendrai également. Alors, Pierre Gripari fait partie de ces écrivains dont la vie est indissociable de l'œuvre. Sainte-Beuve, d'ailleurs, au XIXe siècle, disait qu'on ne peut pas séparer l'œuvre de l'écrivain, ce qui a été beaucoup contredit, notamment avec Marcel Proust, qui a écrit son fameux essai contre Sainte-Beuve, et c'est lui qui a emporté, j'allais dire, un peu la mise, puisque aujourd'hui, enfin, pour les étudiants de lettres, ce qui fut mon cas, puisque j'ai étudié les lettres pendant de nombreuses années, on nous disait justement que c'est Proust qui l'emportait et qu'il fallait séparer la vie de l'œuvre. Mais pour Gripari, non. Je confirme que sa vie est absolument indissociable de son œuvre, puisque la plus grande partie est biographique, voire même autobiographique. J'en veux pour preuve son premier livre, d'ailleurs, Pierrot la Lune, j'en reparlerai plus en détail tout à l'heure, qui est en réalité une autobiographie ou une sorte de roman de formation, parce qu'il disait lui-même que tout n'était pas vrai, mais que le roman était assez sincère. Et que s'il avait mis un peu de fiction, de choses qui n'existaient pas, c'était pour pas que le lecteur s'ennuie. On retrouve en fait, quand on a lu Pierrot la Lune, on retrouve ensuite beaucoup d'autres éléments de sa vie qui sont parsemés par-ci par-là, anamorphosés, fictionnalisés, je ne sais pas si ce terme existe, dans son œuvre de manière générale, et plus particulièrement dans son œuvre romanesque et dans ses nouvelles. Alors, Pierre Gripari reste avant tout un écrivain d'imagination, comme d'ailleurs Marcel Aimé, qu'il considérait comme autre grand écrivain, Marcel Aimé, que Pierre Gripari considérait comme son modèle, il l'appelait d'ailleurs le patron. Pierre Gripari est un écrivain qui s'est aussi inspiré des mythes et des folklores européens, notamment dans ses contes pour enfants. On retrouve des sorcières, la sorcière qui est aussi en réalité, j'y reviendrai, l'image de sa propre mère, et ce sans aucune animosité, des dragons, des géants, des chevaliers, des histoires de princes et de princesses. Il puisait son inspiration aussi, donc comme je disais, dans sa vie et dans les folklores européens, mais aussi à travers ses lectures et son immense culture, puisque comme vous le savez, je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont connu, voire même très bien connu ici Pierre Gripari, contrairement à moi qui ne l'ai pas connu. Vous m'avez tous dit que Pierre Gripari était un homme extrêmement brillant, certes, mais aussi extrêmement cultivé.
Alors je le disais, Dickens l'a inspiré, mais pas seulement. Il y a aussi Afanassieff pour les contes. C'est d'ailleurs en lisant Afanassieff qu'il s'intéressera plus particulièrement aux contes, avec les contes de la rue Broca, etc. Dostoïevski, Apulée, qu'il cite beaucoup, Apulée avec son âne, Homère et tant d'autres. La Bible également l'a beaucoup inspiré. Il aimait beaucoup la Bible et en particulier l'Ancien Testament pour son épopée. En fait, il considérait que c'était un livre, un véritable chef-d'œuvre, extrêmement vivant, entraînant, inspirant, passionnant. Et d'ailleurs, la Bible, j'en parlais tout à l'heure ici avant de venir avec l'un d'entre vous, qui me posait cette question, est-ce que la Bible est réellement le livre qui n'a jamais quitté la bibliothèque de Pierre Gripari? Bien, la réponse est oui, puisque vous saviez que quand on offrait un livre à Pierre Gripari, ou quand il en achetait un, une fois qu'il l'avait lu, il l'avait dans la tête complètement, il n'avait plus besoin de le relire, et ce livre était offert ensuite à ses proches. Mais la Bible, effectivement, est un livre qui n'a jamais quitté sa bibliothèque, et ce jusqu'à sa mort. Alors il préférait, je le disais, l'Ancien Testament au Nouveau. Le Nouveau Testament, ce sont ses mots, lui paraissait insipide, terne, et Jésus-Christ, il qualifiait Jésus-Christ comme un personnage plutôt falot. Ce sont ses mots. Alors, qui est Pierre Gripari en détail? Donc, je le disais, Pierre Gripari est un écrivain français, né le 7 janvier 1925 à Paris, d'un père grec de l'île de Mykonos. Son grand-père, d'ailleurs, donc le père de son père, avait été maire de l'île de Mykonos. Une rue, d'ailleurs, porte son nom. Alors, moi, je n'ai jamais mis les pieds à Mykonos, mais c'est ce qui m'a été rapporté. Sa mère était normande, installée à Paris très jeune, une femme plutôt moderne pour l'époque, assez indépendante. Elle était manucure. Très tôt, donc, la mère est décrite dans les œuvres, dans les premiers écrits plutôt de Pierre Gripari, comme je le disais tout à l'heure, et ce sans aucune animosité, comme une sorcière. C'est comme ça qu'il l'a qualifiée, mais une sorcière qui va en même temps lui transmettre, c'est assez paradoxal, mais le goût vraiment de la lecture. Quant à son père, il est décrit, alors ça je le cite parce que je l'ai retrouvé hier dans Pierrot la Lune en allant picorer quelques éléments. C'est un passage que j'avais oublié, alors je cite Pierre Gripari, il décrit son père comme un homme emmerdant, même profondément emmerdant. De cette union va naître un frère en 1931, qui s'appelait François Gripari, qui est décédé d'ailleurs très, très récemment, puisque l'association de Pierre Gripari est en contact avec sa veuve, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous parler régulièrement, sur les réseaux sociaux notamment. François Gripari, donc, qui était le frère de Pierre Gripari, est décédé en 2015 dans le sud de la France. Alors il est bien connu. Pourquoi je parle de lui en détail? Parce qu'il est bien connu des Gripariens. Comme vous le savez, il a écrit un roman, un très très beau roman qui s'appelle La Syrie. Il l'a écrit entre 1951 et 1953, au sortir justement de son expérience comme ouvrier d'une scierie en Touraine. C'est un livre que Pierre Gripari va publier en 1975 à l'Âge d'Homme, donc son éditeur historique, de façon anonyme, en écrivant une préface sans jamais révéler le véritable auteur. Alors François Gripari va cependant, lui, avoir une vie bien différente de celle de son frère. Il va plus jamais publier de livres, plus jamais écrire d'ailleurs. Sa veuve me dira que ça l'a jamais vraiment intéressé plus que ça. Il fera carrière dans l'aviation civile, puisqu'il sera pilote de ligne, marié, 4 enfants, et il préférera la province à la capitale. Il n'apparaît qu'une fois dans l'œuvre de Pierre Gripari. Son portrait d'enfant est esquissé très rapidement dans Pierrot la Lune, à plus de la moitié du livre d'ailleurs. Et les enfants de Pierre Gripari dans les années 70, étant petits, inspireront, ça aussi c'est la famille Pierre Gripari qui me l'a rapporté, ce sont les propres enfants de François qui inspireront à Pierre Gripari le conte Le Marchand de Fessées, donc il s'amusait à inventer avec eux des fessées qui volent et qui atterrissent comme ça un peu brutalement sur leur derrière, ce qui faisait mourir de rire les enfants. Donc il a inventé ce conte-là qui fera partie ensuite des contes de la Folie Méricourt. Il les a inventés de la même façon qu'il le fit dans les années 60 pour les contes de la rue Broca, publiés en 67 et écrits en 1966, et peaufiné avec les enfants de la fameuse buvette Papa Saïd au 69 de la rue Broca, buvette qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a été remplacée aux dernières nouvelles par un marchand de vin, je crois. Alors, avant d'entrer plus en détail dans
dans la biographie et l'œuvre de Pierre Gripari, j'aimerais lire un texte très confidentiel, connu évidemment des Gripariens, qu'il a publié dans un de ses romans qui s'appelle Gueule d'Aminche, publié pour la première fois en 1972 aux éditions Robert Morel et qui sera republié ensuite au début des années 80 chez L'Âge d'Homme. C'est un livre qui a été écrit dans des circonstances particulières, j'y reviendrai plus en détail, puisque Pierre Gripari, à ce moment-là, était vraiment au fond du gouffre. Il n'avait plus d'éditeur depuis 1968, puisque ses livres, malheureusement, ne se vendaient pas. Alors, ce texte est en réalité une profession de foi de l'écrivain, et il résonne un peu comme un écho à ce pessimisme joyeux dont je vous parlais tout à l'heure, cette philosophie de vie qui le caractérisait et qui s'oppose à un espèce d'optimisme permanent et donc imbécile. L'homme ne vit pas seulement de pain, il vit aussi de rêves, et la fonction fabulatrice est une fonction vitale. Rien d'étrange à cela quand on songe à ce qu'est la condition humaine. Car enfin, qu'est-ce qui nous attend? En tant qu'individu, l'agonie et la mort, et en tant qu'espèce. Que le soleil éclate en supernova ou se réduise en naine blanche, que ce soit par le froid ou le chaud, également l'agonie et la mort. Telles sont nos certitudes. Ah, s'il y avait Dieu! Mais nous en savons trop. Certes, un individu bien doué peut vivre dans le vrai, dans l'absurde, lucidement, en se refusant tous les espoirs trompeurs. Mais le genre humain en est incapable. L'humanité n'a plus la foi, et elle crève d'angoisse. Elle n'est pas faite, la pauvre, pour supporter la simple, la banale, la désolante vérité. Plus que jamais, il lui faut des rêves. C'est pourquoi il n'y a rien de plus beau, ni de meilleur, ni de plus important au monde que de raconter des histoires. C'est mon métier et j'en suis fier. Bien avant Gutenberg et Pasteur, je place au premier rang des bienfaiteurs de l'homme, avec un grand H, les génies inconnus qui ont conçu l'histoire de Podane, de Blanche-Neige ou de Cendrillon. J'ai parlé, autre part, de l'émerveillement, du sentiment de fraternité joyeuse qu'ont éveillé en moi, lorsque j'étais enfant, des livres comme Cro-Blanc ou David Copperfield. J'ai retrouvé cela depuis avec Homère, Tolstoï, Gogol, Kipling, Céline. Ce qu'ils m'ont apporté n'était pas quelque chose d'accessoire, ce n'était pas du luxe ni du superflu. C'est au contraire quelque chose d'essentiel, de vital. J'écris pour être aimé. Excusez-moi, je suis un peu ému parce que c'est très très beau et ça me porte aussi. J'écris pour être aimé longtemps après ma mort, comme j'ai aimé Dickens. J'écris pour faire du bien, comme Jack London m'a fait du bien, à quelques individus que je ne connaîtrai jamais, dont les pensées ne seront pas les miennes, qui vivront dans un monde que je ne puis concevoir. J'écris pour eux pourtant, pour les consoler d'être, pour qu'ils se sentent moins seuls devant leur destinée qui sera comme la nôtre, et même si par ailleurs tout change, de rire et d'espérer, de souffrir et de mourir. Alors, on peut ajouter à cette profession de foi, et pour éclairer davantage la définition de son pessimisme joyeux, que Pierre Gripari se caractérisait comme un, je cite, « un martien observant le monde des hommes avec une curiosité amusée, étranger au monde terrestre ». Il sera fidèle tout au long de sa vie d'ailleurs à ce personnage de martien, puisqu'il a écrit quelques semaines avant de mourir, dans son dernier carnet personnel, que l'association des Amis Pierre Gripari a pu retrouver et acheter il y a quelques semaines à un marchand pour bibliophile. Donc il y a quelques semaines, il a écrit donc dans ce carnet la phrase suivante que j'ai notée, en vieillissant, je me sens de mieux en mieux dans ma peau, mais de plus en plus étranger dans cet univers. Alors, je vous propose maintenant d'entrer plus en avant encore dans la biographie de Pierre Gripari, sans vous compter toute son enfance évidemment, son adolescence et sa vie d'adulte. Pas parce que vous êtes debout et que moi je suis assis, mais parce qu'il l'a admirablement fait dans 2 récits autobiographiques, je le disais, assez sincères, je le cite, je mets ça entre guillemets, comme il le dira, donc où le peu de fiction qu'il a ajouté était pour distraire le lecteur afin qu'il ne s'ennuie pas. Ces 2 récits sont les suivants, donc Pierrot la Lune, qui est ici, qui est son premier livre, publié grâce à l'intervention de Michel Léon en 1962 aux éditions de la Table Ronde. Donc avec son talent de conteur, car Pierre Gripari, avant d'être écrivain, était surtout un grand conteur. Il raconte son enfance. Le livre commence dans son berceau et s'arrête à peu près à la fin de son adolescence. C'est un livre qui a été écrit en 5 ans, dans les années 50. Il a été écrit en 2 parties. Il a été refusé par tous les éditeurs de la place de Paris avant l'intervention de Michel Léon, dont on peut les citer, Gallimard, et puis Robert Canters. Alors c'est peut-être un personnage qui est devenu inconnu aujourd'hui, mais c'était un grand éditeur, enfin un éditeur connu sur la place de Paris, essayiste qui est passé d'ailleurs plusieurs fois chez Bernard Pivot à l'époque d'Apostrophe, et qui officiait chez De Noël.
Donc, Pierrot la Lune peut être à la fois pris comme une sorte de roman de formation, hein, selon ce que disent certains grippariens, ou une autobiographie, selon ce que disent d'autres grippariens, dont moi-même. Grippari s'y livre avec sincérité. Alors, je donne plusieurs thèmes qui sont présents dans Pierrot la Lune et qui n'étaient pas communs pour l'époque. Alors, il y a l'alcoolisme de sa mère, la guerre de 39-45 et son exode, sa passion pour la littérature et la musique classique, la liaison hors mariage de sa mère et le désespoir de celle-ci, puisque sa mère avait un amant, son rêve d'être écrivain, ses relations conflictuelles avec son père, son départ pour Paris, ses amitiés intellectuelles, son homosexualité et ses deux premières aventures sentimentales et sexuelles. La première avec un soldat belge, le tout est effectivement décrit avec beaucoup de pudeur, et la seconde avec un artiste célèbre dont le nom n'a jamais été mentionné. On peut révéler aujourd'hui son identité puisqu'il est mort, c'était Charles Trenet. La mort de ses parents, etc. Et enfin, la seconde partie de cette autobiographie paraîtra bien plus tard, en 1984. Et c'est Histoire de prose, qui est un livre qui n'est pas forcément très aimé de beaucoup de grippariens. J'ai rencontré beaucoup de grippariens dans dans mes différents entretiens que j'ai pu faire avec eux, et beaucoup me disaient avant de commencer l'entretien, j'irai à 80%, surtout, on parle de tout, mais pas d'histoire de prose. Alors, il faut entendre dans Histoire de prose, le prose en argot, qui veut dire le derrière, les fesses, et non la prose poétique. Histoire de prose peut donc être traduit par Histoire de fesses. C'est un récit érotique homosexuel. Je rejoins beaucoup de grippariens qui disent que ça n'est pas le meilleur livre de Pierre Grippari. On est tout à fait d'accord. Non pas parce que c'est un récit homosexuel, le thème en soi ne m'offusque pas, mais par certaines pratiques qu'il peut donner en détail. Voilà. Par contre, le livre a un grand intérêt, et cet intérêt se situe surtout dans les pages critiquant le petit milieu littéraire parisien que Grippari a conspué jusqu'à la fin de ses jours. Je fais d'ailleurs ici une parenthèse pour dire à ceux qui souhaiteraient lire Grippari, alors je pense qu'ici vous avez tous lu Grippari, mais il y aura des gens sur Internet qui écouteront cet exposé ou qui verront cet exposé. Pour ceux qui n'ont pas lu Pierre Grippari et qui ne sont pas encore rentrés dans l'œuvre, je recommanderais de le faire par Pierrot la Lune, qui est la meilleure porte d'entrée en fait pour pénétrer son œuvre immense, puisqu'une bonne partie des clés de celle-ci sont contenues dans Pierrot la Lune, par exemple donc certains des thèmes récurrents que j'ai évoqués tout à l'heure, et surtout ces thèmes s'enracinent dans cette œuvre pour aller ensuite s'anamorphoser et se disperser dans d'autres de ses livres. Alors les sorcières, par exemple, que l'on trouvera plus tard dans ses contes, les sorcières y sont très présentes sous l'image de sa mère pour Pierrot la Lune, l'intérêt porté aux religions et à la Bible en particulier, son goût pour la philosophie et les idées, son pessimisme joyeux, évidemment. Alors si, comme le disait le philosophe Alain de Benoît, dans un entretien que nous avons réalisé en avril dernier sur Pierre Grippari, il n'y a pas de livre qui se détache de son œuvre. On ne peut pas parler, un peu comme Marcel Aimé d'ailleurs, on ne peut pas parler d'un chef-d'œuvre qui se détache, mais plutôt d'une espèce de continuité. Chaque livre est une sorte de chapitre. On peut quand même dire que certains livres reviennent souvent dans les conversations grippariennes, et on peut recommander les livres suivants. Alors ce sont aussi les livres que lui recommande en partie dans l'émission qu'il a enregistrée avec Jacques Chancel. Alors Phosphornologue, qui est un véritable... je disais qu'il n'y avait pas vraiment de chef-d'œuvre, mais si on doit parler d'un chef-d'œuvre, pour moi celui-ci en ferait partie, écrit en 1964 et publié aux éditions de la Table Ronde. La vie, la mort et la résurrection de Socrate-Marie Gripotard en 68, Frère Gaucher ou le voyage en Chine en 75, et Patrouille du Comte en 1982. Alors celui-là, effectivement, Pierre Grippari ne le citait pas puisque l'émission de Chancel était de 78 et le livre n'avait pas encore été écrit. Je reviendrai d'ailleurs sur Patrouille du Comte un peu plus tard dans cet exposé. Alors, pour continuer sur la biographie de Pierre Grippari et avant de rentrer plus profondément dans son œuvre, voici quelques dates importantes, non exhaustives de la vie de Pierre Grippari. J'en commenterai certaines. Alors, je le disais, 7 janvier 1925, naissance de Pierre Grippari à Paris. C'est important puisque c'est une ville dans laquelle il va vivre, sauf parenthèse provinciale, j'y reviendrai, il va vivre toute sa vie et il va écrire l'ensemble de ses livres. 23 septembre 1931, c'est la naissance de son frère François, qu'il appelle affectueusement Fanfan.
D'ailleurs, c'est sous ce nom-là qu'il apparaît aussi dans Pierrot la Lune, de mémoire. En 1939, c'est le départ pour la Touraine, puisque sa mère avait un amant et elle a fait acheter à son père une maison en Touraine. Donc il part avec ses parents en Touraine et la guerre éclate et donc il reste coincé en province. En 1941, la mère et son amant se séparent, ce qui la rend très triste et la plonge dans un désespoir, une dépression profonde, et elle se tue en fait à l'alcool. Donc sa mère meurt en 1941 de différentes crises de délirium tremens, alors que lui passe la première partie de son bac de philosophie. En 1943, il rentre en Hippocagne, au lycée Louis-le-Grand, qui n'est pas très loin d'ici, à Paris. Le 7 juin 1944, c'est la mort de son père à Saint-Dié, en Touraine également. Donc Saint-Dié, c'était la ville dans laquelle la mère avait fait acheter au père une maison, puisque donc je le disais, l'amant était installé là-bas. L'autocar du père a été mitraillé en fait par un avion américain. Il y a eu 16 morts, dont le père, une plaque commémorative d'ailleurs, a été installée à Saint-Dié et qui nous remémore cet événement. Alors, c'est la même année, donc il devient orphelin très très jeune et se retrouve avec son frère qui est plus jeune que lui, qui a à peu près, qui est un peu plus de... qui doit avoir 14-15 ans de mémoire. Donc il abandonne ses études pour commencer à travailler, mais il est très content puisque de toute façon, lui veut être écrivain, il ne veut pas devenir professeur, ni philosophe, ni quoi que ce soit, il veut devenir écrivain. Alors c'est là qu'il démarre ses petits boulots, qui vont être essentiellement des petits boulots dans les bureaux, donc on dit aujourd'hui dans le domaine du tertiaire, qu'il fera presque toute sa vie pour, dit-il, la niche et la pâtée. Il démissionne de ses emplois, donc, enfin de son dernier emploi de bureau à mi-temps en 1979, lorsqu'enfin il peut vivre de ses droits d'auteur et plus particulièrement de ses droits d'auteur pour les contes publiés chez Grasset Jeunesse, avec évidemment les contes de la rue Broca qui font encore sa notoriété aujourd'hui. Ces contes seront mis au programme d'ailleurs, c'est pour ça qu'il peut vivre aussi de sa plume, puisque ces contes seront mis au programme de l'éducation nationale, alors un peu plus tard en 1981 par Jack Lang, alors ministre de l'éducation nationale, et ça permettra aussi davantage d'accentuer sa renommée. Septembre 46 à septembre 49, il s'engage dans les troupes paraïroportées à Bayonne, chez les militaires. Il en garde d'ailleurs un très très bon souvenir, et il raconte toute cette période aussi, c'est très intéressant, dans le deuxième volume de son autobiographie, Histoire de prose. En 1959, il écrit sa pièce, Lieutenant Tenant, qu'il va faire jouer en 1962 à la Gaîté Montparnasse, donc qui est un grand théâtre, et c'est le seul grand théâtre à ce jour où fut mis en scène et joué une pièce de Pierre Gripari. C'est un succès pendant quelques mois, de novembre 62 à mai 62, mais il se brouille rapidement avec le producteur qui trouve la pièce trop brève et en fait lui impose de rajouter une scène. Alors Pierre Gripari ne veut pas et il fait écrire cette scène qu'il rajoute à la pièce. Alors là, Gripari va voir rouge puisqu'il détestait qu'on touche à ces textes. Il va se brouiller et là, les portes des grands théâtres vont se fermer définitivement. En 63, il publie donc Pierrot la Lune grâce à Michel Déon. Alors Michel Déon, à l'époque, n'était pas encore académicien, c'était un essayiste et un romancier qui publiait aux éditions de la Table Ronde. Et en fait, en lisant une critique dans Le Figaro ou Paris Match, je ne sais plus, il est allé voir la pièce Lieutenant Tenant qu'il a beaucoup aimé. Il a demandé à rencontrer ce dramaturge inconnu qui se définissait dans le programme comme un écrivain non publié. Donc il a rencontré Pierre Gripari et voilà, c'est ce qui a permis à Gripari de publier un an plus tard Pierrot la Lune aux éditions de la Table Ronde. Alors on fait un petit bond dans le temps, 67, la publication des contes de la rue Broca, qui vont avoir absolument aucun succès donc jusqu'en 1977, et grâce au dévouement d'un libraire, Jean-Pierre Rudin, qui est un monsieur qui est décédé aujourd'hui, qui avait une librairie à Nice, et qui va vraiment se battre pendant une dizaine d'années pour faire connaître les contes de la rue Broca auprès des écoles, des instituteurs, des lecteurs, des enfants, etc. En 68, Pierre Gripari, après avoir publié 5 livres à la Table Ronde, n'a plus d'éditeur puisqu'il ne vend plus, donc on refuse de l'éditer. Il va trouver un éditeur, donc Robert Morel, qui va rapidement faire faillite, qui va éditer 2 livres, donc Gueule d'Aminche et un recueil de nouvelles qui s'appelle L'Arrière-Monde.
En 75, il rencontre son éditeur historique Vladimir en 73, qui le publie en 75. Donc c'est là qu'il rentre aux éditions L'Âge d'Homme. Et les éditions L'Âge d'Homme vont absolument publier tout ce que Pierre Gripari va écrire jusqu'au dernier. Donc son livre posthume. Et le premier livre qu'ils vont publier, c'est le Solilès, qui est un recueil de poèmes. Alors j'ai apporté le Solilès et je vais vous lire un poème que j'aime beaucoup, qui est dans le cycle de la solitude, alors qui est aussi un poème, on va dire, autobiographique, et qui nous donne un peu une image de peut-être de la relation qu'il avait avec ses parents, ou en tout cas de ce qu'il pensait de ses parents, ou d'avoir des parents de manière générale, puisque je vous rappelle cette phrase, quand il est passé à l'émission de Jacques Chancel, quand mes parents sont morts, je les fais ouf. Voilà. Donc c'était assez particulier. Alors il en a fait un poème qui s'appelle à mes parents. Mes parents, mes pauvres parents, que vous fûtes mauvais prophètes. M'avez-vous répété, tu nous regretteras, mon fils, plus tard, quand nous serons morts? Eh bien non, mon père et ma mère, dormez en paix, vous ne me manquez pas. Pas une fois depuis 40 ans je n'ai gémi de votre absence. Mais à chaque minute, au contraire d'une vie cependant besogneuse, je remercie le Dieu absent de ce que je suis resté seul et que vous n'êtes plus de ce monde. Seul, sans rien qui me pèse, seul, sans rien qui me possède. Sans attache, les mains ouvertes, souverain, stérile, orphelin. J'ai refusé de prendre possession du passé par la terre ou la pierre, du futur par la femme et l'enfant. J'ai horreur de la glaise où s'englue la semelle du soulier boueux. Je déteste la maison de maître où s'additionnent, de jour en jour, les petites haines rongeuses. Mais plus que tout m'est insupportable, la pitance prise en commun. Je hais la table de famille bordée de visages revêches avec son éternel menu, soupe aux sourcils froncés, pain de reproches noirs, ragoût de rancœur recuite, arrosé d'une aigre rancune. Si vous saviez, mes chers parents, comme la vie sans vous peut être simple et bonne. Sans toi, la jeune fille que j'ai refusée pour femme, si tu savais ce que ma chambre peut être accueillante et complice. Sans vous, petits enfants, que j'ai dédaigné d'engendrer, le travail est doux et plaisant, le pain savoureux et solide, l'eau fraîche rit dans mon verre, et les livres, mes vieux amis, me content tout bas leurs merveilles. Alors, c'est à nouveau un poème qui s'inscrit totalement dans sa ligne de vie, sa ligne philosophique de pessimiste joyeux. En 1982, donc on fait un autre bond dans le temps, il passe à Apostrophe, le 12 février exactement, très célèbre émission sur Antenne 2 présentée par Bernard Pivot. Il présente un roman qui n'est pas forcément un roman très important dans sa bibliographie, qui est Moi, Mitounet Joly. Alors c'est un tout petit début de la reconnaissance, puisque la presse ne parlait absolument pas de lui, enfin disons la presse généraliste, de son existence en tant qu'écrivain. Et contrairement à d'autres écrivains, bizarrement, qui eux n'étaient pas forcément d'ailleurs des écrivains bien pensants, de gauche, etc. Je pense par exemple à Michel Tournier, Geneviève Dorman plus particulièrement, qui elle n'était pas forcément bien pensante et qui a été invitée plusieurs fois à Apostrophe. Pierre Gripari, lui, ne fera qu'une seule apparition en fait. Il n'y a pas eu d'autres. Pourtant, il a écrit d'autres livres, mais il n'a plus jamais été invité. Voilà. Et enfin, en 1990, la dernière année de sa vie, il note dans son dernier carnet, celui dont je vous parlais tout à l'heure que nous avons acheté, le petit texte suivant, qui est une sorte d'autocritique de sa condition d'écrivain et que j'aimerais vous lire. J'ai 65 ans, j'écris valablement depuis 33 ans et je publie depuis 27 ans, soit 41 volumes écrits à ce jour. Je termine ce mois-ci le 42e, dont 39 publiés. Ce sont d'ailleurs généralement des œuvres courtes, mais je ne compte que celles qui sont intégralement rédigées par moi. L'année 1989 a été plutôt bonne. Les progrès sont très lents, comme toujours, mais constants. Les médias me boudent encore, mais je m'aperçois que je commence à les court-circuiter. Même mes ouvrages destinés aux adultes commencent à se faire connaître malgré le silence de la presse, de la télévision. La radio, elle, s'ouvre un peu. En même temps, la machine se détériore, je deviens paresseux, je me fatigue vite. Un simple apéritif me détériore les boyaux pour 8 jours. L'ouïe baisse notablement et, malheureusement, la vie. Mes dernières productions, cependant, sont bonnes. J'ai encore des projets, dans des genres nouveaux, inattendus. Le mieux que je puisse faire est de continuer à mon rythme sans chercher à accélérer la production, sans la laisser se ralentir non plus. Profitons pleinement de cette chance inouïe que j'ai de vivre pleinement du travail que j'aime.
Le 6 décembre 1990, donc, il se fait opérer d'une gastroectomie à Paris dans une clinique tenue par des bonnes sœurs, une clinique qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelait la clinique des Augustines. Et malheureusement, il y a des complications suite à cette opération. Il a une septicémie et il est transporté le 17 décembre à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, où il meurt dans le coma le 23 décembre 1990. Et son corps est incinéré le 4 janvier 1991, donc il y a tout juste 33 ans aujourd'hui, au cimetière du Père-Lachaise. Voilà, que je ne me perde pas dans mes notes, oui c'est ça. Oui. Alors, dans cette dernière partie de notre exposé, nous allons répondre à la question sous-jacente en fait, qui est posée dans le contenu du titre de cette conférence, de cet exposé. Pourquoi faut-il lire l'œuvre de Pierre Gripari ? Nous parlerons également de son roman Patrouille du Comte, je l'ai dit tout à l'heure, dont nous espérons la publication prochaine. Roman dystopique paru en 1982 et toujours d'actualité. Soulignons en passant que Patrouille du Comte était le roman préféré de Pierre Gripari, mais il me semble que je vous l'ai dit, avec Pierrot la Lune. Ça a été d'abord Pierrot la Lune et ensuite Patrouille du Comte. Alors, Pierre Gripari est mort il y a 33 ans. Le mois de son décès, Jean Dutour, académicien, publié dans France Soir un article rendant hommage à l'écrivain. Dutour y parlait d'un écrivain injustement ignoré. Et Jean Raspail, lui, parlait d'un écrivain ignoré aussi, mais il utilisait un autre terme dont j'ai oublié. Je ne sais plus. Si ça me revient, je vous le dirai tout à l'heure. Un autre académicien, Maurice Druon, écrivait en 1988, lors de la remise du prix de la Nouvelle de l'Académie française à Pierre Gripari pour ses contes cuistres, les mots suivants. Un homme d'avenir, donc en parlant de Pierre Gripari, un homme d'avenir, une œuvre profonde et originale, l'écrivain le plus méconnu de notre temps. Donc ce qu'on peut constater, c'est que tous se rejoignent à reconnaître l'œuvre de Gripari comme une œuvre profonde, originale, intelligente, comme un écrivain de génie, mais malheureusement absolument méconnu, et c'est malheureusement encore toujours le cas, et peut-être de plus en plus. Alors si l'on regarde en ces premiers jours justement de l'année 2024 les choses de façon plus clinique, voire peut-être plus cynique, on peut dire malheureusement que l'œuvre de Pierre Gripari, celle pour adultes, et qui constitue en réalité 90% de son œuvre, puisque Pierre Gripari n'est pas qu'un auteur pour enfants, son œuvre est malheureusement bien oubliée et, chose encore plus grave, elle n'est même plus éditée aujourd'hui depuis la mort de son éditeur Vladimir dans un accident de voiture en 2011 et la fermeture de sa librairie historique rue Férou, que je n'ai pas connue personnellement, mais dont beaucoup d'entre vous m'ont parlé, qui était une librairie située place Saint-Sulpice à Paris, juste à côté de la place Saint-Sulpice. La fille de Vladimir n'a pas souhaité reprendre le travail littéraire laissé par son père. Voilà. Elle avait d'autres centres d'intérêt. Alors, œuvre profonde et originale, pour reprendre les adjectifs élogieux que nous a laissé feu Maurice Druon, l'œuvre de Pierre Gripari a adopté tous les genres existants en littérature, le roman, le théâtre, la nouvelle, l'essai, le récit, l'article, le pamphlet, la lecture commentée, le roman épistolaire, je pense par exemple à Frère Gaucher, le voyage en Chine, le roman de chevalerie avec le Comte de Paris, les contes, mais aussi les dessins. Il faut savoir que Pierre Gripari a laissé de nombreux dessins que nous possédons, qui étaient des dessins qui illustraient en partie ces contes. Ces dessins existent toujours et n'ont pour l'instant jamais été montrés au public, mais l'association des Amis de Pierre Gripari souhaiterait évidemment les montrer prochainement au public. C'est un projet que nous avons. Alors, que peut-on attendre de notre époque ? Est-ce que Pierre Gripari va être réédité ? Et que peut-on attendre de notre époque où plus grand monde de lit ? Je ne vais pas dire plus personne, puisque vous êtes là et les librairies existent encore. Mais enfin, la réalité, et j'ai été professeur pendant de nombreuses années, c'est que plus grand monde de lit. Et la vidéosphère a remplacé la graphosphère, comme disait Régis Debray. Et les livres aujourd'hui les plus vendus en France chaque année sont les mangas, le développement personnel et les coloriages pour adultes. Alors qu'en espérer ? Eh bien, vérité de la palisse. Voilà. Alors pourtant, Pierre Gripari est toujours lu. La preuve. À sa mort, une association s'est créée en juin 1991. Elle existe encore et contribue humblement à faire vivre son œuvre et à rappeler que Pierre Gripari est toujours, pour reprendre les mots de Jean Dutour, injustement ignorée. Loin d'être dépassée ou couverte de taches de vieillesse, l'œuvre de Pierre Gripari, écrivain qui se fichait complètement des modes,
comme Marguerite Yourcenar d'ailleurs, est en plus d'être toujours d'actualité et parfaitement visionnaire concernant notre époque. Alors, je vais prendre 2 exemples. Il y a Monoméron, son dernier roman, qui a été publié de façon posthume en 1991, en février 91, et qui annonce une accélération de la mainmise des États-Unis sur l'Europe, la déferlante de sa culture, je mets culture entre guillemets puisqu'on parle des États-Unis, la déferlante de sa culture sur la nôtre, le pourrissement complet du christianisme, pourrissement dans le sens où qui part en lambeaux, hein, qui part en poussière, et l'effondrement de l'instruction. Donc tout ça est raconté dans Monoméron. Monoméron, c'est aussi le seul roman où Pierre Gripari se met en scène, hein, dans une fiction complète et décalée, et où il met d'ailleurs en scène aussi sa propre mort sous les roues d'une voiture en sortant de chez Dany. Dany, c'était le bistrot ouvrier en bas de chez lui, qui n'existe plus malheureusement, qui a été remplacé par un bistrot bobo. Et Pierre Gripari déjeunait là tous les midis avec les ouvriers et les artisans du quartier. Alors, drôle de résonance, hein, quand on connaît la suite tragique, malheureusement, de la vie de Pierre Gripari. Il avait aussi prévu quelque part sa propre mort. Mais son livre le plus visionnaire, pour ne pas dire prophétique, est Patrouille du Comte, qui est un livre, voilà, alors ça c'est la première édition, hein, 1982 chez l'Âge d'Homme, qui malheureusement n'est plus édité. Alors c'est un livre qui a été écrit en 1981 et qui a une histoire particulière. Donc il a été écrit en 81, publié en 82 chez l'Âge d'Homme. Il va avoir un petit succès puisqu'il sera aussi édité en poche chez Presse Pocket. Et on sait que pour qu'un livre soit édité en poche, il faut que le livre se vende. Donc le livre, je pense, a eu un petit succès à l'époque, même si malheureusement il est assez oublié aujourd'hui. Alors, comment lui est venue cette idée de l'écriture de ce livre? C'est assez intéressant. C'est l'écrivain Alain Pocard qui me l'a raconté dans un entretien. L'idée de ce livre lui est venue 10 ans avant, hein, 10 ans plus tôt, donc au début des années 70, lorsque un éditeur lui demanda de réécrire totalement un roman pour enfants que Pierre Gripari venait lui présenter, un roman qu'il a publié depuis, qui s'appelle Histoire du prince Pipeau. Cet éditeur-là, dont nous tairons le nom, disait que les rois et les reines, c'était réactionnaire, que les princes et les princesses, c'est complètement suranné, dépassé, etc. Alors, Pierre Gripari, naturellement, a complètement refusé et allait se faire éditer ailleurs, et le livre, bien sûr, est paru depuis chez Grasset Jeunesse, où on peut encore le trouver. Alors, il s'est inspiré de ça, et puis sans doute un peu de la censure soviétique, hein, puisque Pierre Gripari avait été, c'est lui qui le dit, même stalinien au début des années 50, et puis avant de s'en défaire après le rapport Khrouchtchev ça doit être 56 si ma mémoire est bonne. Patrouille du Comte est donc aujourd'hui, quand on le lit, un avertissement de cette volonté de pureté à l'infini, de cet effacement, de cet enchevêtrement de sensibilité, hein, qui fait déboulonner les statues par exemple, ou réécrire l'histoire, ou même la langue, hein, avec l'écriture inclusive. Les grands textes de la littérature, ça ne plaît pas, alors on les réécrit. Pareil pour les programmes des matières, hein. L'histoire, ça ne convient pas, eh bien, on va la refaire, on va la réécrire afin que celle-ci corresponde à la société que l'on voudrait voir, en fait, hein. Alors, dans Patrouille du Comte, ce sont les enfants qui sont chargés de purifier eux-mêmes les contes, et le livre commence ainsi. Votre patrouille, dit le capitaine, a été spécialement créée à la demande expresse du nouveau ministère du Conte et de l'Environnement culturel. Votre tâche, ou plutôt notre tâche à tous, est de moraliser, de démocratiser les contes pour enfants en les purgeant de tout ce qu'ils peuvent contenir de nuisible au point de vue moral, social et idéologique. Vous me suivez? Silence. Je vais essayer de me faire comprendre. Voyons, toi, comment t'appelles-tu? Grand Cric, mon capitaine, ou Pic le Grand, si vous aimez mieux. Peu importe, eh bien, Grand Pic ou Pic le Grand, cite-moi un conte ou deux parmi ceux que tu connais. Je ne sais pas, moi, Podane, Barbe Bleue. Le capitaine rit doucement. Pas de chance, tu me cites justement les deux qui ne sont pas de votre ressort. Podane à cause de son début, qui n'est pas de votre âge, et Barbe Bleue parce qu'il touche au problème du couple. Mais enfin, il ne s'agit que de prendre un exemple. Eh bien, Grand Pic, trouves-tu normal qu'un homme marié, comme Barbe Bleue, interdise à sa femme d'ouvrir une porte dans sa propre maison, une porte dont elle possède la clé? Non, mon capitaine, c'est contraire au principe de l'égalité des sexes. Bien, et trouves-tu normal qu'il essaie de la tuer pour lui avoir désobéi? Non plus, mon capitaine, c'est une atteinte aux droits de la personne humaine. Très bien. Approuves-tu d'autre part que les frères de l'épouse, à peine arrivés au château, transpercent le mari sans autre forme de procès? Encore moins, mon capitaine, c'est contraire à la loi, c'est de l'autodéfense, du fascisme. Parfait.
Il faut donc corriger le conte de Barbe Bleue, puisque même les personnages réputés positifs s'y rendent coupables d'une injustice flagrante, d'arbitraire et de meurtre. Cela sera fait, bien entendu, mais par des adultes. Vous autres, vous êtes des enfants, et vous n'aurez à rectifier que des contes pour enfants. Et savez-vous pourquoi le ministère a décidé de vous confier cette mission? Dénégation muette. Vous ne le savez pas? Eh bien, je vais vous le dire. Il y a 2 ans, le ministre a décidé de confier à des adultes sélectionnés la tâche de rectifier les comptes de nourrices. Un certain François Rabelais, docteur en médecine et prêtre catholique de gauche, a donc été choisi pour égayer l'histoire du géant Gargantua, conte folklorique français, qui avait pour défaut d'être un peu mélancolique et sombre. Or, qu'est-il arrivé? Sous prétexte d'optimisme, ce prêtre paillard en a fait un tissu d'anecdotes graveleuses, plus immorales les unes que les autres, et d'une obscénité à faire rougir un singe. À l'heure actuelle, nous ne savons plus que faire du nouveau récit. Nous n'osons même pas, vu son caractère scandaleux, le confier à une autre personne. Pour éviter le retour de semblables mésaventures, le ministère a décidé de confier désormais à des enfants la tâche d'assainir les contes pour enfants. Vous, au moins, vous êtes purs. Voilà. Je vous invite à lire ce livre, même si actuellement il est très difficile de le trouver à la vente, car il vous dit en fait comment les événements se terminent. La fin est vraiment... il faut vraiment lire parce qu'on voit dans une société de l'effacement et une société où les hommes cherchent toujours et de façon infinie d'aller plus loin dans la pureté, puisqu'on n'est jamais assez pur, en imposant des demandes stupides qui sont en fait des prémices d'une barbarie. Voilà, donc Pierre Gripari nous raconte une société... comment l'histoire se termine finalement dans une société qui cherche à tout prix à tout purifier et à rendre lisse. Et je terminerai cette présentation en vous remerciant évidemment d'être venu. Alors il y avait beaucoup de choses à dire sur Pierre Gripari. Il a fallu faire une sélection. C'est assez voilà, ça a été assez difficile. Je serais ravi de répondre à vos questions, si je peux humblement y répondre, d'écouter vos témoignages. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont connu et c'est toujours un plaisir de vous écouter, car je n'ai pas connu Pierre Gripari. Je l'ai connu à travers ses contes étant enfant, mais je ne l'ai pas connu personnellement. Mais comme disait Marguerite Yourcenar, on ne peut pas avoir de regrets quand on n'a pas connu quelque chose. Bon, c'est comme ça. J'aurais aimé, mais c'est comme ça. Merci d'être venu et je vous invite aussi, s'il vous plaît, à faire connaître Pierre Gripari autour de vous, vos enfants, vos petits-enfants, votre famille, vos amis. En attendant, nous le souhaitons de le voir réédité et surtout sorti de l'ombre. Je vous remercie. J'ai une question. Oui. Quels sont les ouvrages disponibles facilement? Alors, il y en a qui sont en vente ici. Déjà. Pas les miens. Donc, pas ceux de Raphaël. C'est l'association. Mais d'autres sont en vente ici. Il y a Frère Gaucher, Parabole et Faribole, Je suis un rêve et autres contes exemplaires, les contes de la famille Méricourt, ainsi que les sorcières de la rue Mouffetard, les nouvelles critiques et les pièces enfantines. En sachant que certains sont des occasions comme les nouvelles critiques ou les pièces enfantines et je suis un rêve. Alors, on peut trouver, pour répondre à votre question, toute sa littérature enfantine, évidemment, qui est toujours éditée chez Grasset Jeunesse et rééditée chaque année, voilà, et qui fait partie maintenant des classiques même de la littérature enfantine, et ça roule tout seul. Alors, les romans pour adultes, on peut trouver encore tout ce qu'il a édité chez La Table Ronde, puisque La Table Ronde existe encore, et édite Pierre Gripari, notamment Phosphornologue, Pierrot la Lune, etc. Par contre, et là, c'est vraiment l'ensemble de son œuvre. Tout ce qui a édité chez l'Âge d'Homme, c'est terminé, puisque l'Âge d'Homme n'existe plus. Ça n'a pas été repris. Et voilà, donc on est toujours en attente d'une réédition prochaine. Nous l'espérons de Patrouille du Conte, mais par un autre éditeur. Mais en attendant, effectivement, son œuvre est toujours en attente. Sur le plan des droits, comment ça se passe d'ailleurs? En fait, il n'a pas de... Alors, il n'a pas eu d'enfant, et pour cause. Et il a, par contre, son frère a eu 4 enfants, donc il y en a 3 qui sont encore vivants et qui sont détenteurs des droits des droits d'auteur. Non, c'est pas perdu. Et d'ailleurs, ils sont plutôt assez ouverts à une réédition. C'est simplement que eux sont pas du tout là-dedans. En fait, ce sont des gens, bon, je vais pas parler de leur vie privée, mais qui ont des métiers complètement différents et une vie complètement différente, qui sont pas du tout dans la littérature ou la chose artistique, dirons-nous. Donc, qui sont peut-être assez pas forcément au courant de ce qui peut
des démarches à faire ou des choses à faire. Je ne sais pas, j'essaie de me mettre un petit peu à leur place. Et non, ils s'opposent à rien, mais en même temps, il n'y a pas de demande. Voilà, il y a très peu de demandes. Enfin, il y a des demandes de 2 éditeurs en particulier. Alors, comme ça ne s'est pas fait, je ne vais pas en parler davantage, qui sont des éditeurs respectables, qui sont des petits éditeurs, qui ne sont pas non plus des gros éditeurs, mais il n'y a pas de demande pour la famille. Donc, c'est en attente. C'est en purgatoire, voilà ce que disait Jean Raspail, que Pierre Gripari est un écrivain actuellement dans un purgatoire. Donc, l'œuvre est au purgatoire. L'association a quelques dizaines de livres de Pierre. Vous pouvez nous contacter, que nous rachetons autant que possible à des petits prix et que nous vendons à des petits prix. Donc, on a le Comte de Paris, Gripari Montempois. On les a quasiment tous. Oui, et voilà, donc... on a quelques exemplaires voilà. pour les personnes intéressées. Qui sont disponibles à des petits prix. Voilà, avec des petits prix, et les bénéfices vont à l'association, évidemment, des amis de Pierre Gripari. On ne touche rien. Je me fasse désespérer, c'est qu'à Gibert, moi régulièrement, oui. Je travaille à côté, donc je vois notamment en occasion Rêverie d'un martien en exil qui avait été réédité à l'âge d'homme, je crois en 2005 ou 2006. 2008, si ma mémoire est bonne. Et puis ça a été édité en livre de poche aussi, oui, absolument. Ouais. On le voit quand même. Et à la librairie Gallimard, ils ont ce qui avait été repris de la table ronde, Socrate, Marie Guy-Cotard et Pierrot la Lune. Ah bah, en folio. Très bien. La librairie Gallimard du boulevard Raspail. En neuf. Ouais. D'accord, très bien. C'est une très bonne chose. À ce titre, si vous voyez du Gripari dans des vides-greniers ou chez des brocanteurs ou des bouquinistes, achetez-les, l'association vous les reprendra. Parce qu'on essaie de créer une sorte de petite bibliothèque gripariste et griparienne. Et le but de l'association, évidemment, d'être un lieu de communication. Et est-ce que l'évangile du rien, moi que j'aime beaucoup, oui, je voulais en parler ce soir. Alors, je voulais en parler ce soir parce que dans l'évangile du rien, il y a son autre profession de foi, qui est une profession de foi philosophique, évidemment, plus que religieuse, où il déclare qu'il accepte totalement la mort, qu'il accepte le néant, etc. Et en plus, il y a différents textes qui sont commentés, qui sont très intéressants, des textes de philosophie grecque, etc. Alors, pour répondre à votre question, malheureusement, ça fait partie des livres qui étaient édités à l'âge d'homme. L'évangile du rien, ça doit être 1980 ou 81 de mémoire, enfin tout début des années 80, et c'est un livre, c'est un très beau livre, mais malheureusement qui n'est toujours plus édité et qui mériterait d'ailleurs d'être réédité. Et ça a été très difficile de le trouver parce que quand j'ai lu l'intégrale de l'œuvre de Pierre Gripari il y a maintenant 3 ans, il a fallu que je commande en Suisse le livre, où je l'ai trouvé vraiment au fin fond de la Suisse. Il n'y en avait plus de disponible en France. Voilà. Oui. Pour revenir au purgatoire de Gripari, oui. Est-ce que le fait qu'il soit assez inclassable, insituable, irrécupérable à certains égards, puisque une certaine droite catholique ne peut pas se revendiquer de Gripari évidemment, il n'est pas un hussard, même bien qu'il ait été publié à la table ronde, il n'est pas un écrivain gay, bien qu'il ait été homosexuel, etc. Enfin, à chaque fois, il y a quelque chose qui cloche et qui empêche que un camp ou un autre s'approprie Gripari. Même si après, il y a des choses, moi je trouve que c'est un grand écrivain héritier, on pourrait dire que Gripari fait la rencontre entre Marcel Aimé et Hoffmann, en quelque sorte. Absolument. Enfin, oui. Mais ce caractère irrécupérable n'aide pas aussi à sa postérité. D'autant plus qu'il y a quand même un certain nombre on va dire, un peu comme dans la patrouille du comte, c'est-à-dire de gens qui surveillent. Il ne faut pas oublier que Gripari a beaucoup été publié dans Défense de l'Occident, dans les écrits de Paris, et qui, comme disait, le ciel et la terre passeront, mais le fascisme ne passera pas. Il a un côté sulfureux quand même. Regardez, Rebatté est en bouquin maintenant, enfin, il n'y a pas sa postérité. Il le revendique tout le monde de son œuvre. Vous le disiez, mais ça transparaît dans tout ce qu'il écrit. Il ne veut surtout pas... Il disait toujours, je ne veux pas écrire pour un public. J'écris, si je rencontre mon public, je suis très content, mais je ne veux pas écrire pour plaire à un certain nombre. Il y a une chose aussi, c'est qu'il a trahi le communisme. Il a été communiste pendant des années d'après-guerre, et puis à un moment donné, dans le milieu du théâtre, ça a été radical. Il n'a jamais été joué
à cause de l'anecdote que raconte Raphaël Le lieutenant tenant. La Gaîté du Montparnasse. lieutenant tenant, mais aussi parce qu'il a tout de suite été réputé pas du tout compagnon de route, c'est le moins qu'on puisse dire, et écrivant des nouvelles qui se moquaient du communisme. C'est pas qu'il était hostile au communisme en disant c'est pas vrai, c'est pas possible, la théorie ne marche pas et tout ça, c'était qu'ils se foutaient de leur gueule carrément, et ça évidemment c'était impardonnable. Et au théâtre, ça a été très caractéristique. Pour les éditeurs, c'est un petit peu différent quand même, mais enfin, la table ronde, là, que vous disiez aussi, parce qu'il n'était pas communiste, justement. À la table ronde, il avait cessé de l'être, parce qu'à la table ronde, c'était un critère important. Il était trop arabe au moment où la table ronde publiait les gens de l'OS. Oui, Et Menachem Begin. C'est ça qui est. oui, Donc, mais encore une il fois, faut dire que même dans le petit noyau de la table ronde, il n'était pas complètement intégré. Hein. Il était un petit peu mis de côté, mais ça lui allait. Et puis les gens de la table ronde étaient Il cultivait, qui était. il cultivait le côté justement. Mais en même temps, les gens de la table ronde étaient courtois. Oui. Puis Lodenbach était un homme qui pouvait publier des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. C'est ça. Parce que même son poème que tu as récité du Solides, Oui. tu as certains gardes pour un homme de droite, quelque chose Oui, qui ça, peut étonner. Quoi. Oui, oui. Et je pense que Pierre Gripari avait une telle liberté. Je pense, en même temps, moi je le répète, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais discuté avec lui, mais qui avait peut-être une telle liberté de penser, il est très difficile de ranger Gripari dans une case. Mais en même temps, ce qui est très paradoxal, c'est que même moi, qui n'appartiens à aucun milieu, ni de droite, ni de gauche, ni de quoi que ce soit, on me dit toujours attention, attention, parce que ça peut. Alors on peut te coller une étiquette, on te met. Alors c'est très étrange, quoi. C'est-à-dire qu'il est à la fois inclassable, mais en même temps, il y a toujours ce côté attention. Voilà. C'est. Et puis en même temps, revendiquant quand même son amour de la civilisation européenne qui revient. Oui, bien sûr. À des reprises, Bien sûr. mais, Oui, absolument. Il était enraciné quand même dans cette civilisation particulièrement. Le sparadrap du capitaine Haddock. Comment? C'est le sparadrap du capitaine Haddock. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Ouais. Donc, Bon, voilà. Raphaël, merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de. Vous pouvez adhérer à l'association. Oui. Raphaël a des J'ai formulaires pour adhérer. des Et vous pouvez bulletins, voilà. acheter les quelques livres qui sont là également. Voilà. C'est autorisé. Alexandre se fera un plaisir Absolument. Merci. de vous indiquer leur prix.